Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Emma et j'ai le plaisir de vous parler des arts divinatoires. Régulièrement, je te parlerai d'une forme d'art divinatoire en particulier afin que tu puisses mieux la connaître et peut-être même t'amuser à l'essayer ou à l'utiliser. Pour débuter, il faut savoir qu'un art divinatoire est une technique de divination consistant à prédire l'avenir. Il en existe plus d'une centaine parmi lesquelles l'astrologie, la cartomancie et la numérologie sont bien sûr les plus répandus et les plus connus. Sache que l'astrologie ou la cartomancie ne nécessite pas un don particulier, car il s'agit dans un premier temps de supports utilisés afin de pouvoir interpréter les symboles et de parvenir à une lecture qui nous permettra de découvrir le passé, le présent et le futur. D'abord, en cartomancie et en astrologie, il suffit d'avoir une très bonne mémoire et d'apprendre l'utilisation des cartes ou des tarots, leur signification, et de parvenir à les interpréter correctement ou encore de connaître les facteurs qui comprend l'astrologie dans son ensemble. Afin de pouvoir bien interpréter la position des astres et de lire une carte du ciel. Dans les autres disciplines, plus fréquemment, on ajoute au mot grec du support utilisé le suffixe mancie, qui signifie à la fois la faculté de prédire, l'action de consulter un oracle et la capacité d'interpréter la réponse donnée. Il est synonyme de divination ou mantique et sert à informer les noms des sciences divinatoires. Assez rarement, c'est le suffixe logis qui lui est généralement réservé aux sciences, qui est ajouté, comme c'est le cas pour l'astrologie ou la numérologie. La divination, c'est autre chose. En fait, c'est la pratique occulte et métaphysique de découvrir ce qui est inconnu, l'avenir, le caché, le passé, les trésors, les maladies invisibles, les secrets, les mystères, etc. Et cela par des moyens non rationnels. Qu'il s'agisse de la parole oraculaire ou de la voyance, ceux qui la pratiquent auraient accès à une connaissance paranormale, de données normalement inconnues telles que l'avenir, précognition, ou le cachet, le cryptesthésie, ou si vous préférez, perception par un sixième sens des choses ou des événements cachés. On distingue deux formes de divination, la voyance et la mantique, toutes deux étant des arts de pronostic, mais par des moyens différents. La voyance est naturelle, intuitive, spontanée, et la mantique inductive, analytique. Le mot divination vient du latin divinar, qui signifie accomplir des choses divines. Le nom mantique désigne ce qui, dans la Grèce antique, est l'art de la divination. La divination peut être définie comme la faculté portée à un haut degré de deviner, de découvrir quelque chose que l'on ne sait pas et que l'on recherche ou qu'on cherche à connaître le plus souvent, par des voies diverses, intuitives, perspicacité, observation, comparaison, interprétation, supposition, conjoncture, etc. Mais en dehors des raisons démonstratives, en ayant cependant le sentiment d'être dans le vrai, en ce sens, elle se réfère, par exemple, à la voyance. Une autre opposition, en son importance en matière de divination, est-ce que le signe sont naturels, spontanés ou artificiels provoqués? Un songe est naturel, mais battre les cartes est artificiel. La première théorie célèbre est celle de Platon, qui explique la divination, du moins celle qui est intuitive, inspirée. Il disait même par le délire, par mania. L'inspiration divine, cela dans la prophète. Selon lui, croire qu'un dieu entre dans le corps des divins ou dans celui des ventriloques, appelé autrefois Euryclès, dans son temps, Python,
se servent de la voix et de la bouche pour rendre ces oracles. Les stéociens développent une théorie panpsychiste et panthésiste. Le monde est un tout traversé par un souffle, un organisme traversé par le logo, le feu, l'esprit. Tout est sympathie avec tout. Le tout est régi par le destin, qui en est une chaîne de causes. Ce destin est aussi une providence. Les stéociens démontrent que la connaissance de l'avenir est possible. Les dieux sont donc, ils nous communiquent l'avenir. Et s'ils nous les communiquent, ils ne peuvent pas nous donner quelques moyens pour fonder des sciences, pour les comprendre. Sinon, cette communication serait inutile. Et s'ils nous donnent ces moyens, il ne peut pas ne pas y avoir une science de la divination. Il y a donc une science de la divination. C'est là l'argument qu'utilisaient les premiers voyants et devins. La théorie la plus répandue chez les théologiens chrétiens est la théorie démonologique. Tout ou partie de la divination est expliqué par les démons. Un pacte avec le diable. Saint Augustin, dans la doctrine chrétienne 2, des évocations d'esprits mauvais. Saint Augustin parle de pacte avec les démons, dans la doctrine chrétienne 2, chapitre 24. Même tard, on retrouve cette explication. On comprendra encore mieux pourquoi certaines personnes se sont dès lors retrouvées sur le bûcher pour avoir pratiqué des arts divinatoires. Cette semaine, je vais vous parler de l'art divinatoire, l'achéléomancie, divination par des branches d'Achillée, ancêtre du Yiting. L'achéléomancie est une technique divinatoire qui consiste à la manipulation de baguettes faites de tiges d'Achillée millefeuille. Cette technique chinoise, vieille de plusieurs millénaires, repose sur l'analyse des figures obtenues avec les baguettes. Elle peut être utilisée pour interroger le yin-yin. Lors d'une telle consultation d'oracle, 50 baguettes de même longueur sont manipulées et aléatoirement triées afin de répondre à une question précise sur laquelle se concentre mentalement le consultant. L'interprétation fait appel à la cosmologie du yin et du yang. Le I Ting, prononcé en français I Ting, est un manuel chinois dont le titre peut se traduire par classique des changements ou encore traité conique des mutations. Il s'agit d'un système de signes binaires qui peut être utilisé pour faire des divinations. Le I Ching s'appelle aussi Zhuyi, c'est-à-dire changement de Zhu. Pour cette raison que son élaboration date du premier millénaire avant l'ère chrétienne, époque des Zhou, de 1027 à moins 256 ans avant Jésus-Christ. Ils occupent une place fondamentale dans l'histoire et la pensée chinoise et peut être considérés comme un traité unique en son genre, dont la finalité est de décrire les états d'un monde ou de leur évolution. Premier des 5 classiques, il est donc considéré comme le plus ancien texte chinois. Le I Ting est le fruit d'une recherche spéculative et cosmogonique élaborée dont les articulations ont informé durablement la pensée chinoise. Sa structure mathématique a impressionné Leibniz, qui aurait vu la première formule de l'arithmétique binaire. Le système binaire, aujourd'hui très connu, est le système de numération utilisant la base de 2. On nomme couramment bits les chiffres de la numération binaire positionnelle. Ceux-ci ne peuvent prendre que 2 valeurs, notées par convention le 0 et le 1. C'est un concept essentiel en informatique aujourd'hui. En fait, les processeurs des ordinateurs actuels sont composés de transistors ne gérant chacun que 2 états. Un calcul informatique n'est donc qu'une suite d'opérations sur des paquets de 0 et de 1, appelés octets, lorsqu'ils sont regroupés par 8. De fait, partant d'une opposition complémentarité entre le principe d'enregistrement du yin et du yang, le yin
réceptif, lune, femelle, passif, alors que yang, créatif, soleil, mâle, actif, cette dualité de façon systématique. Adret, côté du soleil, alors Kubac, côté de l'ombre, vent favorable opposé aux nuages contraires. Le I Ching arrive à la série des 64 figures qui peuvent interpréter toutes les transformations possibles. Le I Ching, ou livre de transformation de l'archaïque magie chinoise, apporte l'image la plus exemplaire de l'identité du génésique ou du génétique. La boucle circulaire est un cercle cosmogonique symboliquement tourbillonnaire par le S intérieur qui à la fois sépare et unit le yin et le yang. La figure se forme non à partir du centre, mais de la périphérie et naît de la rencontre de mouvements de direction opposée. Le yin et le yang sont intimement épousés l'un dans l'autre, mais distincts. Ils sont à la fois complémentaires, concurrents, antagonistes. La figure primordiale du Yi King est donc une figure d'ordre, d'harmonie, mais portant en elle l'idée du tourbillonnaire et du principe d'antagonisme. C'est une figure de complexité. Son origine selon la tradition. L'origine du I Ching est censée provenir de l'observation de la nature. La tradition chinoise fait remonter le livre des mutations à l'invention des trigrammes par Fuxi, considéré comme le saint, dont parle une phrase de commentaire de Soulier. Du fleuve jaune est sortie une image et de la rivière Luo, un livre, un saint les a imités. Yu le Grand, fondateur de la dynastie, est parfois aussi identifié au saint. C'est à son époque que les 64 hexagrammes au grand complet sont rassemblés dans le Lianshan, succession des montagnes. Il s'agit du premier des 3 livres de mutation mentionnés par le Zhuli. Il commençait par l'hexagramme montagne qui représenterait 2 montagnes superposées, d'où son nom. Fuxi et Yu sont censés avoir reçu leur inspiration d'hexagrammes dessinés sur une tortue ou un cheval, Fuxi, image du fleuve jaune, et du livre porté par une tortue, Yu, le livre de la Luo. L'événement de la dynastie Shang fut l'occasion d'une nouvelle lecture des hexagrammes concrétisés dans le 2e livre des mutations, débutant par l'hexagramme terre au féminin que le nom du livre évoque. Lors du règne du dernier des Shang, le roi Wen de Zhou tira les hexagrammes et aboutit à un classement qui mettait l'hexagramme ciel en tête. C'était l'annonce d'un changement dynastique. Il rédigea une explication pour chaque hexagramme. Le Yichi est le 3e et le seul restant des livres des mutations cités par Zhou. Les 2 premiers avaient déjà disparu sous les Yang. On attribue à Confucius, de la période des printemps et des automnes, le commentaire Shihui, dit elle, aussi appelé commentaire du Yingqi, à partir de Han Wudi. Le Yichi et le Suyi, inséparables en Chine, forment le Zhuyi. Il a fait l'objet de nombreux commentaires secondaires que l'on peut ranger en 2 grandes catégories abstraites et concrètes. Le Zhuyi aurait échappé à l'autodafé, traduction du latin actuel filii, acte de foi. Dans le langage populaire, ce terme est devenu pratiquement synonyme d'une exécution d'hérétique par le feu. Ce glissement de sens est dû au fait que les condamnés étaient remis par l'Inquisition aux mains des autorités civiles qui parfois les envoyaient au bûcher. Autodafé est aussi couramment utilisé pour caractériser la destruction publique de livres ou de manuscrits par le feu. Alors le Zhuyi aurait échappé à l'autorité ordonnée par Qin Shi Huang, grâce à Li qui l'aurait classé par ruse dans les livres de médecine et de divination. Cette explication qui cherche à atténuer son aspect utilitaire représente l'opinion des lettrés voulant, avant tout,
y voir un ouvrage philosophique et confusienne. Le I Ching a d'ailleurs été inclus dans les 5 classiques constituant la base de l'éducation des lettrés. Dès la fin du XVIIe siècle, le I Ching, par l'intermédiaire des jésuites résidant à la cour à Pékin, fut connu en Europe, qui correspondit avec l'un de ces religieux, intéressés par le parallèle entre le système binaire du yin et du yang et sa propre numérotation basée sur le 0 et le 1. Une traduction fut entreprise, éditée plus tard en latin, au début du 19e siècle en Allemagne. À la fin du 19e siècle, des traductions plus compréhensibles parurent en Angleterre, en France et en Belgique. Mais l'intelligence spirituelle manquait à tous ces traducteurs. Richard Wilhelm, missionnaire protestant arrivé en Chine en 1899, fut le premier Européen à recevoir l'esprit du I Ching et la mission de le faire connaître au reste du monde. Disciple d'un vieux lettré chinois qui voyait sa civilisation sombrer, il reçut de lui l'éclairage nécessaire pour rendre compréhensibles les enseignements du texte et entreprit une nouvelle traduction en allemand. Après la mort de son maître et son retour en Europe, Wilhelm fit paraître le I Ching à l'ENA en 1924 et se lia d'amitié avec Carl Gustav Jung, dont une des élèves, Carrie Burns, entreprit une traduction en anglais de l'ouvrage avec une préface de Carl Gustav Jung. Il a fallu attendre 1973 pour qu'un des traducteurs principaux de Carl Gustav Jung, Étienne Perrault, psychanalyste et spécialiste d'alchimie, s'attelle à la traduction du livre de Richard Wilhelm en français et ouvre en France l'intérêt pour le I Ching auprès du grand public. On consulte le I Ching à travers le trigramme et l'hexagramme que l'on tire trait par trait. C'est donc une structure mathématique. Les hexagrammes sont des figures basées sur la combinaison des 6 traits dont chacun peut prendre l'une des 2 formes, le trait plein, yang, et le trait brisé, yin. Ces 2 formes elles-mêmes se subdivisent en 2 catégories, trait naissant et trait mutant. À chaque hexagramme a été ajouté ultérieurement un commentaire comportant des indications sur la qualité de l'état concerné. Une consultation au I Ching, en fait, explorer le I Ching suppose la compréhension d'un système de signets et de symboles organisés et interprétés dans la lecture permettant toujours une seconde lecture, par définition comme il en va de tout texte. Le charme de cette lecture provient d'une interrogation qui subsiste sur le sens, appliqué à une situation aléatoire et supposé fournir une réponse adaptée ou adaptable. Nous sommes en présence d'un texte ésotérique et pragmatique, philosophique et moral, présumé comporter une certaine sagesse. Si l'on oublie la dimension magique et primitive du texte originel, il reste une recherche poétique et naturaliste, qui ne manque pas d'intérêt si l'on préfère interroger la dimension divinatoire de ce texte, qui fonctionne alors comme un jeu. Il reste à découvrir la relation qui se noue autour d'un divinant et d'un diviné, un signifiant ou un signifié, à partir d'une spéculation ludique quant à la nature du monde, des énergies et des formes qui les constituent. Consulter le I Ching est une pratique antique et singulière qui, à travers les siècles et même les millénaires, et cette pérennité suggère la permanence des questions à travers le temps sans garantir pour autant la validité des réponses. Au contraire, il semble que la variabilité des réponses offre toujours au consultant la possibilité de reformuler sa question, d'en préciser le contour et partant d'adapter son point de vue au texte tel qu'il est traduit. Car le I Ching envisage des tendances envisagées dans un ensemble et non des facteurs causaux. Si ce n'est pas un facteur qui l'emporte, un autre prendra la relève, mais la tendance de fond perdure. Pour ce qui est
de la lecture et de la compréhension, le I Ching propose une carte du monde qui tente de rendre compte à la fois de la nature, de ses changements et des humains, de leurs relations changeantes elles aussi. Parmi les 64 transitions simplifiées décrites, il est admis que l'une se rapprochera plus que les autres de la réalité observée. La structure du texte est donc à la fois très simple, 8 éléments de base, et assez complexe, 64 variations, avec 6 nuances supplémentaires, très ou variantes à l'intérieur de chaque variation. Ouf! À cette structure purement formelle s'ajoute une difficulté supplémentaire. Pour les Occidentaux, entre autres, la langue et l'écriture chinoise qui comporte, comme toute langue et toute écriture, des jeux de mots, des doubles sens, des évocations implicites, des similitudes de forme et de son, qui font la richesse évocatoire du texte originel et constituent par le fait même des obstacles à la compréhension. Le I Ching demeure un document précieux qui appartient au patrimoine de l'humanité et fait partie des trésors de la pensée chinoise. Il a la particularité de provenir des premières formes orientales d'écriture pictographique et des premières formulations arithmétiques. Quelques indications et indices cependant. 64 hexagrammes représentant 64 étapes intermédiaires d'un cycle éminemment renouvelable et globalement caractérisé par la philosophie du yin et du yang. Chaque hexagramme est comme l'arcane d'un couple de crise-opportunité, l'image d'une composition énergétique singulière qui permet ou devrait permettre d'associer à une situation supposée un diagnostic et une préconisation plus ou moins explicite. Chaque hexagramme est comme une étape sur la route, comme un moment singulier, de rêve ou de réflexion, de méditation ou de préparation. Quelques exemples. Le premier, le créatif, enseigne à gérer la force du yang. Le deuxième, le réceptif, enseigne à gérer la force du yin. 29 se présente comme une des situations révélatrices de l'enjeu du livre. Il s'agit de franchir l'obstacle, de cheminer malgré l'incertitude, de trouver le lien entre son cheminement et son but. 63, équilibre instable dans la satisfaction après l'accomplissement. 64, équilibre instable dans l'insatisfaction avant l'accomplissement. Pour consulter le I Ching, c'est une analyse et une divination. Le I Ching propose des pistes sur l'état actuel du monde et ses évolutions possibles, jouant le rôle d'un oracle qu'on consulte avant de prendre une décision sur une question difficile. La méthode la plus populaire pour interroger le I Ching ne nécessite que 3 pièces de monnaie. On attribue la valeur 2 à pile et à la valeur 3 pour face. Il ne s'agit que d'une convention, l'inverse est tout à fait possible. Selon que les 3 pièces tombent sur pile ou face, on obtient une somme comprise entre 6 et 9. 6 correspond au yin mutant, au vieux yin. 7 correspondant au yang naissant, au jeune yang. 8 correspondant au yin naissant, au jeune yin. 9 correspondant au yang mutant, au vieux yang. Les traits se notent dans l'ordre de bas en haut. Au bout de 6 jets, on obtient un hexagramme complet. Il suffit alors de se reporter à la table des hexagrammes pour connaître le nom de l'hexagramme et les conseils de conduite relatifs à la question qu'on en avait préalablement pris soin de poser par écrit. La présence éventuelle des traits mutants vieux yin, vieux yang définit un nouvel hexagramme. En remplaçant chacun yin mutant par un yin et chaque yang mutant par un yin, donnant des conseils supplémentaires relatifs à un changement en cours. La méthode originelle de l'achillomancie pour interroger l'oracle est préférée par certains amateurs en ce sens qu'elle est censée conduire à une concentration plus grande de la personne qui interroge ainsi que du médium. De plus, les probabilités des résultats du tirage divergent un peu selon la technique utilisée. Elle fait appel à un groupe de 50 tiges d'achillée millefeuille
dont on retire une tige puis que l'on sépare successivement à 18 reprises, 3 fois pour chacun des 6 traits de l'hexagramme, en 2 groupes d'importance non déterminés, en comptant à chaque fois le nombre de tiges restant après retrait de groupe de 4 tiges. L'ensemble de computation forme à chaque fois un trait de l'hexagramme. Le baga est aussi un terme chinois signifiant 8 figures de divination. Le baga est un diagramme octogonal avec un trigramme différent sur chaque côté. C'est un concept philosophique fondamental de la Chine ancienne utilisé dans le taoïsme et le I Ching, mais aussi dans d'autres domaines de la culture chinoise tels que le Feng Shui, les arts martiaux et la navigation. Il y a 2 origines possibles du bagua. Le premier serait la philosophie traditionnelle du yin-yang. La relation entre ces 2 philosophies ont été décrites par Fuxi en ce terme. Une autre source possible serait le roi Yang dans la dynastie de Zhou. Quand le monde commença, il y avait le ciel et la terre. Ensemble, ils donnèrent naissance à tout ce qui existe sur terre. Les 6 autres quoi sont les enfants. L'énigme des 8 trigrammes. Il existe 2 ordres de présentation du 8 trigrammes. Celui de Fuxi, appelé succession du ciel antérieur, et celui du roi Yan, appelé succession du ciel postérieur. L'ordre de Fouilly est le suivant. Le nord est en bas. Nord égale terre, nord-est égale foudre, est égale feu, sud-est égale lac, sud égale ciel, sud-ouest vent, ouest eau et nord-ouest montagne. Pour l'ordre du roi Yin est la suivante. Le nord est en bas. Nord égale eau. Nord-est égale montagne. Est égale foudre. Sud-est vent. Sud feu. Sud-ouest terre. Ouest lac. Et nord-ouest ciel. La solution qui permet le passage d'un ordre à un autre est appelée la clé du Min Tu Men Fu, du nom d'un érudit chinois réfugié au Tibet après la révolution culturelle. Cette solution est connue sous la forme de textes lapidaires suivants. Le roi se rend au nord-ouest, la reine se rend au sud-ouest, le nouveau sud va au nord-est, le nouveau nord va au sud-est, les axes de la croix finale échangent leur opposition. Les termes antérieurs et postérieurs se rapportent en fait à 2 états géométriques différents. L'un antérieur, devant nécessairement précéder l'autre postérieur. Ce qui nous donne, en partant de l'ordre de Fouilly, le ciel se rend au nord-ouest, la terre se rend au sud-ouest, la montagne va au nord-est, le vent va au sud-est, le lac et la foudre échangent contre le feu et l'eau. La motivation géométrique sur laquelle se fonde cette double permutation reste à élucider. Maintenant, après cette vidéo, vous connaissez davantage l'achilliomancie, qui nous a fait bien sûr découvrir le I Ching. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la faire connaître en la partageant sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.